soft spoken. Faut savoir que j'en ai pas fait depuis un petit moment et que je suis vraiment pas douée pour cet exercice. Il y a encore du slime sur le micro. On va l'enlever. Non, je dis l'enlever, j'ai pas dit l'incruster. Voilà, donc c'est assez compliqué pour moi de faire une vidéo en mode soft spoken. Tout simplement parce que j'ai pas l'habitude et que je déteste ma voix. J'ai trop un accent, donc c'est compliqué. Compliqué, j'ai beaucoup de tics de langage aussi, donc on va essayer de faire du soft spoken. Je pense que c'est mieux qu'au début. Donc n'hésite pas à t'installer confortablement. Aujourd'hui, on va parler de mon métier d'écrivaine, d'autrice, devrais-je dire, artiste-auteur. C'est comme ça que c'est dénommé par l'URSSAF. Donc j'ai pas prévu grand chose en fait. Je me suis lancée comme ça dans la vidéo. Et je me dis que je vais te parler de certains trucs que peut-être tu ignores sur le monde de l'écriture. J'ai prévu quelques pinceaux quand même si peut-être que c'est plus agréable sans, je sais pas trop. C'est assez perturbant en fait le soft spoken parce que j'ai pas trop l'habitude. En tout cas, eh bien, bienvenue dans cette vidéo. Je te souhaite une bonne soirée, un bon moment de détente. J'espère en tout cas. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, eh bien, bienvenue à toi. Moi, c'est Sandra. Ici, on fait de l'ASMR. Et il faut savoir aussi que je suis écrivaine. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de te parler de mon métier. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui arrivent. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Enfin, vous connaissez la chanson, ça fait toujours très plaisir pour les créateurs de contenu. Et ça aide au référencement. Donc, que puis-je te dire sur mon métier? Quand j'étais petite, si tu me suis depuis un moment, tu le sais, j'ai toujours voulu devenir écrivaine. Je voulais écrire les histoires de mes personnages et j'étais convaincue que j'allais devenir riche et célèbre à 30 ans. Spoil alert, j'ai plus de 30 ans et je suis toujours ni riche ni célèbre. Mais si tu veux, je voulais qu'écrire soit mon métier, mon seul et unique métier. Je me croyais incapable de faire autre chose dans la vie, je ne me voyais pas faire autre chose de ma vie. Parce que pour moi, écrire, c'était respirer. Je n'imaginais pas faire autre chose, tout simplement. Donc j'ai commencé à écrire quand j'avais 12 ans, mais j'ai toujours conçu des histoires dans ma tête. Je ne lisais que très peu avant. Enfin, je lisais pas du tout avant, mais je me suis mise à lire. Et le truc, c'est qu'en fait, maintenant que j'ai du recul, maintenant que j'ai aussi réfléchi aux neurosciences, je me suis renseignée sur le sujet, je me rends compte que écrire, c'était... Je sais pas si je dois utiliser cette analogie, mais c'était addictif. Lire aussi était addictif. J'avais ce besoin de fuir la réalité qui ne me convenait pas, notamment le harcèlement scolaire, dans l'écriture. Donc j'écrivais tout le temps. Quand j'écrivais pas, je lisais. Je me souviens pas avoir fait autre chose au collège ou au lycée.
Si au lycée, je séchais les cours pour aller écrire ou rêvasser ou juste lire ou juste passer du bon temps avec mes amis au café et en fait, ben, c'est pas bien de sécher les cours. Non, plus sérieusement, je détestais le lycée, en fait. Je détestais faire des études. J'aimais apprendre des choses, mais je trouvais qu'au lycée, on n'apprenait rien d'intéressant. C'était ouais, l'écriture était pour moi un moyen de fuir la réalité que je détestais et lire est aussi devenu, ouais, addictif. Je fuyais la réalité en me procurant des shoots de dopamine grâce à l'écriture et à la lecture. Ce que je détestais vraiment, l'endroit où j'étais, les gens avec qui j'étais. Je trouvais que les gens étaient trop, normaux et que j'étais trop bizarre. Enfin, c'est cliché, hein. C'est clairement cliché ce que je dis. Mais, en fait, voilà, j'écrivais tout le temps et en plus à chaque fois, faut savoir qu'à l'époque, il y avait très peu de conseils d'écriture. Il y avait très peu de livres sur le sujet. Il y avait des forums, mais, c'est resté des forums et puis, internet n'était pas démocratisé, il y avait pas Wattpad, il y avait pas We Love Words, il y avait pas toutes ces choses, en fait. Il y avait pas, l'auto-édition, ça existait pas, pratiquement pas, en fait. Mais, du coup, je me suis formée à l'écriture pratiquement toute seule. En autodidacte, j'écrivais, je lisais, j'écrivais, je lisais. Encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et ça a été hyper formateur. C'était pour moi, super, en fait. À mon avis, c'est même le meilleur moyen d'écrire. Parce qu'en plus, c'est vrai que c'était tous les conseils qu'on trouvait, notamment les conseils de Stephen King. Il y avait Amélie Nothomb aussi qui donnait quelques conseils comme ça. Faut lire, beaucoup écrire. J.K. Rowling aussi. Donc on pense ce qu'on veut de cette personne, mais je veux dire ses conseils sur l'écriture du moins, ils sont réalistes. Plus tu nourris ton imaginaire, plus tu écris, forcément plus ça devient naturel. Mais c'est un peu comme, ben, dans tout, tu vois? C'est, plus tu fais les choses et ben, plus tu nourris ta créativité, plus tu nourris ton subconscient d'informations, de toutes ces choses dont tu as besoin, en fait, pour être créatif. Et moi, si j'ai un conseil à te donner, si, aujourd'hui tu as envie d'écrire un livre ou de devenir écrivain ou quoi que ce soit, heu, ne te contente pas de lire des livres. Je sais, c'est quelque chose qui est très, hors du temps de dire ça, mais je trouve qu'on cloisonne trop les gens. C'est quelque chose aussi que j'ai remarqué quand je suis arrivée à la fac d'art, parce que nous, on était en cinéma ou en théâtre aussi, et à chaque fois en cinéma, on nous disait: «Regardez des films, regardez des films, regardez des films». En théâtre, c'était: «Allez voir des pièces de théâtre, allez voir des pièces de théâtre, allez voir des pièces de théâtre». Et en fait, on cloisonne trop les choses, alors que la créativité, la culture, parce qu'on a besoin de culture aussi pour être artiste, ça se nourrit pas que de l'art dans lequel on veut, évoluer. Au contraire. Moi, je te conseille sincèrement de voir plein de formes d'art différentes. C'est-à-dire que et surtout, en fait, des formes d'art que toi tu n'aimes pas, vers lesquelles tu vas pas te diriger. Moi, je détestais le cinéma. Enfin si, je regardais des films, hein. Je regardais, Fast and Furious, rapide et très énervé. Hem, mais,
Ouais, je regardais Fast and Furious, je regardais des trucs comme ça, en fait. Je regardais pas du cinéma. En fait, je consommais des films. Je ne regardais pas des films, c'est très différent. Mais c'est pareil, j'allais pas dans les musées parce que pour moi, le musée, c'est le musée où j'allais tout le temps quand j'étais petite avec l'école, qui est un musée, sur les pastels de Quentin de la Tour. J'ai honte, hein, parce que j'y suis retournée l'année dernière et j'ai vu le musée très différemment de la manière dont je le voyais quand j'étais petite. Mais quand j'étais enfant, moi, je me disais: «Ah, c'est chiant, c'est vieux, c'est poussiéreux, c'est, enfin, c'était il y a presque 2 siècles et 2 siècles pour, une enfant de allez, j'avais quoi? La première fois j'y suis allée 4 ans, un truc comme ça, 5 ans. Pour une enfant de 5 ans, ce qui s'est passé il y a 2 siècles, voilà, hein. Mais ça a quand même nourri certaines choses, même si je n'aimais pas du tout, j'avais quand même des souvenirs de ça. Donc j'allais très peu au musée, je n'allais pas du tout au musée, en fait. Je lisais que des romans, vraiment, hein, que des romans, où les textes sérieux qu'il fallait lire, c'était pour l'école. Genre la philosophie, c'était que les textes, que notre prof nous disait: «Il faut lire tel texte», donc je lisais, Kant, je lisais, ouais, c'était surtout Kant, en fait, qui nous faisait lire. Parce que c'est révélateur de ses idéologies politiques, je ne sais pas. Mais voilà, je lisais surtout des ouais, des romans, je lisais surtout Anne Rice, en fait, quand j'étais ado. Avant ça, j'avais lu au collège, j'avais surtout lu beaucoup de classiques, en fait, hein, beaucoup Les Misérables, Daudet, Zola, Proust, enfin, tu vois, des trucs, sérieux parce que pour moi, c'était en lisant ce genre de littérature qu'on pouvait développer du vocabulaire et c'est très vrai d'ailleurs. Si tu détestes la lecture, heu, lis quand même. Qu'importe l'art que tu veux faire, en fait, mais ouais, pour en revenir à l'écriture, ouais, en fait, nourris pas ton imaginaire juste de lecture. Va voir des films, mais vraiment regarde des films. Regarde des vieux films surtout. Regarde-les, ne les consomme pas, regarde-les vraiment. Va dans des expos, prends le temps. Va voir des ballets aussi. Alors je sais, hein, c'est la plupart des gens trouvent les ballets très chiants et moi c'est pas mon cas, j'adore ça, mais je déteste particulièrement les ballets contemporains. Moi je déteste tout ce qui est, le jazz, les trucs comme ça en fait. En danse, c'est pas du tout mon truc, le hip-hop et tout. Je me suis forcée à regarder des, alors pour le coup, j'ai pas payé, hein, c'était, sur internet, c'était sur YouTube, mais je me suis forcée à regarder quand même parce que ça nourrit l'imaginaire et je peux te dire que j'en ai souffert. J Enfin, c'était pas de la souffrance, mais tu sais, c'est quand tu te forces à regarder un truc que t'aimes pas, mais tu le fais quand même, mais tu t'aimes pas. Mais mais voilà, après, c'est cool aussi, hein. C'est pareil pour la musique, écoute des musiques très différentes de ce que tu aimes. En vrai, c'est comme ça qu'on nourrit son imaginaire, c'est en allant voir des formes artistiques différentes. Va dans les musées, va dans les galeries, va voir des expos, va voir tout plein de trucs, très différents. En vrai, c'est comme ça que tu vas nourrir, ta créativité et toutes les idées que tu peux avoir, elles seront beaucoup plus, étoffées, en fait. Et il y a aussi un truc qui est important, mais j'en avais pas conscience quand j'étais petite, mais c'est quelque chose qui, était, inné, on va dire. C'est que pour écrire de bonnes histoires, il faut, hem, bah, avoir beaucoup de choses en stock, en fait. C'est-à-dire, faut, avoir beaucoup de matériel sur lequel travailler, être très curieux. Tu vois, quand tu te poses une question, aller, chercher la réponse, même si je sais que, ce côté aller chercher la réponse tout de suite, ça va causer des pics de dopamine, mais en même
même temps, c'est hyper, intéressant parce que, ça nourrit vraiment une culture, en fait et ça, c'est quelque chose qui mon à mon sens, était important. J'ai toujours fait ça. Tu vois, des fois, je tombais sur un mot, je comprenais pas le mot, j'arrivais pas à en comprendre le sens, j'allais voir dans le dictionnaire, mais j'essayais d'abord aussi quand même de comprendre le sens par moi-même et des fois, même quand je comprenais le sens, je me disais: «Je vais quand même vérifier dans le dictionnaire parce qu'on sait jamais». C'était, rare que je me plante. Hem, mais ouais, c'est assez intéressant de faire ce genre de choses et c'est comme ça que, qu'à mon sens, on devient vraiment écrivain ou artiste, dans n'importe quel domaine, en fait. C'est, juste de faire les choses en autodidacte et de pas faire comme on fait maintenant. Tu vois, il y a beaucoup de plateformes d'écriture et tout, beaucoup de partage et tout, de textes. Mais moi, je te conseille vraiment de ne jamais partager tes premiers textes avec qui que ce soit. Peut-être tes parents si vraiment voilà ou quelqu'un de proche et tout qui va t'encourager si tu as besoin. Mais en fait, tes premiers textes, ils vont être à chier. Je suis désolée de le dire, mais c'est normal. C'est, c'est un peu comme quelqu'un qui voudrait être, peintre ou dessinateur et tu sais, on va commencer à dessiner quand on est à l'école maternelle, enfin même avant. Bah, ouais, tes bonhommes patates, ça sera jamais, des œuvres d'art, en fait. Enfin, quoique si, ça peut le devenir, mais c'est pas le premier dessin que tu vas faire à 3 ans qui va se vendre, des millions, quoi. Hem, ou peut-être plus tard si tu deviens hyper célèbre et tout, mais tu vois, c'est ça, au début, tu as besoin de te tromper. Le problème, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on peut plus se tromper. Déjà parce qu'on ne veut plus se tromper, on veut plus faire des efforts dans le vide et je peux te dire que j'en ai fait des efforts dans le vide. Aujourd'hui, on veut faire un truc et on veut tout de suite maîtriser le sujet et on veut pas, s'ennuyer, s'embêter à réessayer 50 milliards de fois avant que ça donne quelque chose. Mais c'est, en fait, c'est représentatif de notre société, hein, les problèmes de dopamine, là, c'est le mal du siècle, en fait, hein. Le siècle dernier, c'était le mal de dos, c'était ce siècle-ci, c'est vraiment ouais, les problèmes liés à tout ce qui est, les addictions à la dopamine. Donc on a beaucoup de mal à rester, dans l'idée que ce qu'on fait au début, c'est nul, mais qu'il faut persévérer, qu'il faut continuer et en vrai, ben, moi, je te conseille vraiment pas de montrer tes premiers textes à qui que ce soit, en fait. Même à quelqu'un de confiance, en vrai. Tout simplement parce ils sont pas assez qualitatifs. Hem, dans la plupart des cas, à moins que tu sois vraiment une exception, mais même si tu prends Mozart, hem, il a commencé à jouer à 3 ans, mais il faisait pas, des chefs-d'œuvre à 3 ans, en fait, hein. Ses premiers chefs-d'œuvre ont vraiment, débuté quand il avait une quinzaine d'années, voire même plus que ça, mais en général, on dit qu'il faut quand même 10 ans de pratique avant de pouvoir maîtriser quelque chose. Je te dis pas qu'il faut attendre 10 ans avant de montrer tes textes, hein, mais juste, je pense que si tu écris des romans, avant le 2 ou troisième roman, c'est un peu de risque que ça soit vraiment intéressant. Mais c'est pas grave en fait, écris-les comme vois-les comme des exercices. Tu sais, tu sais que ça peut être décourageant, mais tous tes premières ébauches, tes premiers textes, faut que tu vois ça, je vais prendre une analogie, je vais prendre l'analogie d'aller à la salle de sport. Tu vas à la salle, tu veux, je sais pas, changer ton physique, perdre du poids, prendre du poids, perdre du gras, prendre du muscle, enfin, on s'en fiche en fait. Mais tu veux qu'il y ait des changements radicaux dans ta vie. Pour X ou Y raison, c'est pas le sujet, mais admettons, tu veux vraiment
modifier ton physique, mais genre le truc, tu vois? Enfin le truc énorme quoi, le avant après, internet, ça fait, 10 000 000 de vues quoi. Tu vois le truc? Ben, toutes les premières fois où tu vas aller à la salle, ton corps, il va pas être le corps qui a, full changé en voilà, en 3 séances, tu vas pas, je sais pas, avoir perdu je ne sais combien de kilos de gras et pris je ne sais combien de kilos de muscles, c'est pas possible. On est d'accord? Mais en fait, tes premiers romans, c'est la même chose. Ça tu verras pas de qualité, tu verras pas de il y aura pas forcément le truc qui te fera dire que c'est génial et tout, mais tu vas continuer, tu vas persévérer. Bon, en fait, comme tu vas pas montrer tes premières séances de sport ou si tu le fais après coup, mais tu sais, c'est toujours, des tout petits moments, tu vois? Tu montres pas toutes tes séances de je sais pas, si tu fais des séances de 45 minutes, tu montres pas toutes tes séances de 45 minutes. Surtout si tu débutes et que tu es nul et que tu y arrives pas. On est d'accord? Au pire, tu montres 3 secondes, une fois que tu as réussi. Mais, mais c'est la même chose, en fait. Tes premiers textes, ce sera toujours un truc que tu dois garder pour toi parce que c'est de l'entraînement. C'est l'entraînement qui va faire que tu vas réussir après à faire quelque chose qui va pouvoir être montré. Et c'est cool, en fait. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on veut plus ça. On veut plus être nul. On veut être doué tout de suite. On veut des résultats tout de suite. On veut aller à la salle, 10 minutes et puis, ça y est, on veut, je sais pas, perdre 20 kilos parce qu'on a été, soulever un poids de 5 kilos pendant 5 minutes. Ça y est, on veut perdre, bah, ça marche pas comme ça, en fait. Les résultats, ça se voit sur du long terme et ben, pour l'écriture, c'est pareil. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je pourrais te donner, c'est, écris, lis, tombe pas dans les addictions non plus, mais c'est obligé que tu vas forcément tomber dans une forme, je veux pas dire d'addiction, mais de passion. Il y a des moments où tu verras pas le temps passer, il y a des moments où tu voudras pas sortir, de ton bouquin, de ce que tu écris ou de ce que tu lis parce que tu seras trop bien avec tes personnages ou avec les personnages des livres et tout. Et oui, ça peut être une forme d'addiction. Faut faire attention, notamment avec la dopamine, les choses comme ça. D'ailleurs, je te recommande un super livre, hein, qui est Un monde sous dopamine, je crois que c'est ça. Je te remettrai la ref. C'est un super livre, si tu as l'occasion de le lire, lis-le. Même si tu dis que tu pas de problème d'addiction avec la dopamine, avec les réseaux sociaux, avec quoi que ce soit, lis-le quand même. C'est très intéressant. Donc voilà, donc n'hésite pas à lire, écrire, recommencer, jeter, recommencer, réécrire. Il y a que comme ça que tu deviendras écrivain. Oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il y a pas de secret. La deuxième chose dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est les maisons d'édition. Parce que c'est important, je pense, à l'heure actuelle, qu'on en parle, même si, en vrai, ça me saoule d'en parler parce que j'ai tellement l'impression que les gens disent tout le temps la même chose et c'est usant. J'ai commencé à écrire, c'était en 2002, c'était il y a plus de 20 ans. Et déjà à l'époque, on parlait des mêmes sujets. Pas tout à fait de la même chose, enfin de la même manière, mais on parlait quand même de la même chose, des mêmes types de maisons d'édition. Et aujourd'hui, eh ben, on continue à parler parce que c'est encore et toujours la même chose et j'ai l'impression que les gens n'écoutent pas. Non, sérieusement, ce que je vais dire, si tu es intéressé par l'écriture, par la publication, ça peut vraiment être très important. Il y a à ce jour 3 formes d'édition
Mouais, je qui existent, en fait. Il y a la première qui est l'édition traditionnelle, donc c'est l'édition à compte d'éditeur. Donc c'est avec une maison d'édition, donc une maison d'édition classique. Classique, c'est important. Ça, va être une maison d'édition, donc un éditeur qui va prendre en charge tous les frais liés à la publication du livre, mais qui va également te donner des conseils sur, bien, ce que tu as écrit, afin d'améliorer ton texte, pour le rendre le plus attrayant possible et aussi pour aussi des moments, te montrer les faiblesses du texte, les incohérences, hem, tout ce qui ne va pas, la profondeur des personnages, des choses comme ça. Ça, c'est le boulot d'un éditeur. L'éditeur, il te conseille pour que le texte soit le mieux possible, pour être le plus vendeur possible. Parce que le but d'un éditeur, c'est de, roulement de tambour, vendre des livres. On est bien d'accord. L'éditeur classique, il va aussi prendre à sa charge absolument tous les frais. C'est-à-dire les corrections, les frais de traduction s'il y a besoin, la maquette, graphisme du livre, enfin la couverture, s'il y a des graphismes à l'intérieur et tout ça, la mise en page, l'imprimeur, les frais d'impression du texte. Il va prendre à sa charge tout ce qui va être également, la communication, donc les réseaux sociaux, la publicité, les journaux, la presse, enfin, entendons-nous bien, hein, si tu jamais publié de roman, il est peu possible que tu passes, au JT de TF1, aux 20h. Ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, hein, attention. Mais en général, les primo-romanciers, ils sont pas forcément, mis, les plus en avant possible. Enfin, tu fais pas tous les trucs, que va faire, je sais pas, Amélie Nothomb ou Maxime Chatham, tu vois? Des trucs comme ça, tu vois? C'est pas un peu évident, mais l'éditeur classique, il prend vraiment tout à sa charge, tous les frais. Hem, Ça va être aussi, par exemple, l'éditeur classique qui va démarcher pour les librairies, qui va démarcher pour également les salons, les dédicaces, les les conférences, qui va aussi, payer tes frais pour aller, d'une ville à une autre. C'est vraiment lui qui s'occupe de tout. Toi, en revanche, tu lui cèdes tes droits d'auteur. C'est-à-dire que tu lui cèdes, tes droits d'exploiter ton œuvre, en fait, et d'en faire, un livre contre une rémunération, donc et un pourcentage sur les ventes. Donc on dit en général que c'est autour de 10%, mais ça peut être, moins, ça peut être très rarement plus. Je crois que le plus, c'est toi, 12%, je crois, mais vraiment, c'est énorme. Hem, Sauf que 10%, c'est 10% du prix de vente hors taxe. Tu enlèves la TVA. Voilà. Donc un livre qui va se vendre à 20 €, je crois que tu dois être à l'entour de 13 € hors taxe. Donc toi, tu as 1,30 €. Ouais, 1,30 €. Mais dedans, il y a l'URSSAF que ton éditeur paye, les charges, CSG, vieillesse, machin et tout. Enfin, en gros, je sais pas si tu gagnes vraiment 1,30 € quoi. Enfin, ça fait très longtemps que mon éditrice m'a pas envoyé, mes droits, donc je sais pas. Je sais plus comment ça marche, mais voilà. Donc ça, c'est l'édition classique et pour moi, c'était celle qui était le mieux.
Je t'explique pourquoi. Tu te dis que 1,30 € sur un livre à 20 balles, c'est pas grand-chose, c'est vrai. Mais combien d'argent tu as dépensé si c'est l'éditeur qui prend tout à sa charge? Bah, bon, OK, tu dépensé pour envoyer le texte. On est bien d'accord. Tu as dépensé pour faire imprimer ton texte aussi. T'as voulu le corriger en l'ayant imprimé. Oui, on est d'accord. Mais en vrai, tu dépenses rien d'autre, normalement. Avec un éditeur classique qui prend tous les frais à sa charge, toi, tu as juste à écrire et récolter les lauriers, en fait. C'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, à mon sens, c'est ce qu'il y a de mieux dans le sens où tu dépenses strictement rien, tu ne fais rien d'autre que ton travail d'écrivain, en fait. Sauf que ce modèle d'édition classique, il y a quand même beaucoup de pièges. Je t'explique. Les pièges sont de plusieurs natures. Tout d'abord, il y a du compte d'auteur déguisé. Ça, on en reparlera juste après. Mais tu as aussi tout ce qui est au niveau des cessions de tes droits d'auteur. Faut faire attention à combien de temps tu cèdes tes droits d'auteur. Si ce n'est pas précisé que tu cèdes tes droits d'auteur pour 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça veut dire que tu cèdes tes droits jusqu'à 70 ans après ta mort. Ça veut dire que tu n'as plus aucun droit sur ce texte, que tes héritiers n'auront aucun droit sur ce texte, et qu'au bout de 70 ans, il tombera dans le domaine public. Voilà. Donc jusqu'à 70 ans après ta mort, tu vas toucher, tes héritiers vont toucher 10%, si c'est 10% évidemment, du prix de vente hors taxe de ton livre. Voilà. Donc si tu signes un contrat d'édition, vérifie toujours le nombre d'années. Savoir que tu as le droit de négocier un contrat. Je répète, tu as le droit légalement de négocier ton contrat d'édition. Il est possible évidemment que la maison d'édition refuse ce que tu vas demander. Et ben tant mieux. Tant mieux. Après, à moins que tu aies des exigences particulièrement saugrenues, je sais pas si tu estimes que tu dois mériter 100% du prix de vente de tes livres, ben clairement on va te refuser, hein. C'est logique, c'est pas maison d'édition a besoin de vivre aussi, hein. C'est une entreprise, donc c'est logique. Mais si c'est plutôt sur le nombre d'années d'exploitation du livre, de cession de tes droits d'auteur, fuis, clairement, fuis, hein. Si on te dit que non, c'est 70 ans après ta mort ou rien, ben non, en fait. Parce que sinon, t'es piégé. T'es vraiment piégé et ça, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, dans cette édition classique, t'as quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièges. T'as aussi beaucoup de faux comptes de maisons d'édition à compte d'éditeur qui vont te demander de payer telle ou telle prestation. Alors les maisons d'édition à compte d'auteur, c'est simplement une maison d'édition où l'auteur, roulement de tambour, paie pour son livre. Donc l'auteur paie un prestataire de service appelé maison d'édition à compte d'auteur, mais ça c'est pas toujours précisé. Donc les maisons d'édition à compte d'auteur, ils vont te demander de payer. Pas toutes de la même manière. Il y a les maisons d'édition à compte d'auteur qui sont très connues pour te demander de payer 1500, 2000, 3000, 5000 balles.
Bon, clairement, tu fais ce que tu veux, ça peut être un choix. C'est le choix qu'a fait Marcel Proust. Alors souvent quand on me dit: «Oui, mais les maisons d'édition à compte d'auteur, c'est nul. Oui, mais c'est de la mauvaise littérature. Oui, mais ça vaut pas mieux que l'auto-édition». En fait, Marcel Proust, hein, le gars de «À la recherche du temps perdu», c'est exactement ce qu'il a fait. Voilà. Marcel Proust, c'est pas de la littérature? Ah bon? Hem, mais en fait, dans ces maisons d'édition à compte d'auteur, il y a beaucoup de formes différentes. Tu as celles qui vont te demander de tout payer. Le graphisme, les corrections, la maquette, les frais d'impression, tout. Et il y en a d'autres, ils vont te demander de payer que certaines choses. Il y en a d'autres, ils vont te dire: «Avant de pouvoir corriger, enfin avant de pouvoir lire votre texte, vous devez passer par tel correcteur» et ils vont te donner une adresse et ils vont te dire que si tu ne passes pas directement par ce correcteur, même si tu as déjà fait peut-être corriger ton texte, même par un professionnel, ils vont te dire: «C'est tel correcteur ou rien et c'est à toi de payer». Bah non, ça c'est une maison d'édition à compte d'auteur, puisque tu payes quelque chose. C'est pareil, il y a des maisons d'édition qui vont te dire: «Il faut faire un financement participatif». Donc tu vas demander à tes amis, ta famille de payer pour ton livre. Et si tu as de la chance et de la famille et des amis généreux, ton texte va être publié. Sinon tu vas être bloqué. Voilà. Hem, il y a aussi les maisons d'édition qui vont te demander d'acheter un certain nombre d'exemplaires de ton livre pour pouvoir les vendre. Ça, c'est pareil, c'est du compte d'auteur déguisé. Dès qu'on te demande de payer quoi que ce soit, après, il peut y avoir des exceptions. Par exemple, si on te dit, c'est une petite maison d'édition, que si tu veux aller à un salon, c'est à toi de payer. Je te parle pas des frais pour entrer dans le salon, mais tes frais kilométriques, ton hébergement, ta nourriture, à la limite, ça peut se comprendre. À la limite, ça peut se comprendre. Mais ouais, tout ce qui est les frais d'entrée et tout, du salon, normalement, c'est pas à toi de les payer. C'est pas à toi de payer un certain nombre d'exemplaires obligatoires de tes livres. On peut pas Une maison d'édition classique ne va pas te demander d'acheter au moins 25 exemplaires de ton roman. Non, ça se fait pas. Voilà. C'est pareil, une maison d'édition classique, elle peut te fournir un avaloir. C'est-à-dire, elle va potentiellement te fournir une somme d'argent et toi, tu ne recevras tes droits d'auteur qu'une fois que la maison d'édition aura été remboursée de cet argent. Admettons qu'on te donne un avaloir de 1 000 €, ce qui est déjà énorme. Si on te donne 1 000 €, en fait, eh bien, c'est une fois qu'il y aura eu assez de livres de vendus pour atteindre 1 000 € que toi, tu pourras toucher tes droits d'auteur de 10 sur les ventes en plus. Hem, bon, c'est bien déjà si tu as eu 1 000 balles. En vrai, tu pas à te plaindre. Vraiment, je t'assure. Surtout si tu es primo-romancier et que tu jamais, publié ni rien, c'est déjà bien, en fait. Mais il y a des maisons d'édition à compte d'auteur qui vont te dire que tu ne seras payé qu'à partir de 500 ventes. Crois-moi, 500 ventes, c'est énorme. C'est énormissime. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont prendre à charge tous les frais, mais tes 500 premiers exemplaires, tu touches 0.
et ça peut mettre très longtemps, hein, avant que tu puisses toucher de l'argent. Très, très longtemps. Crois-moi, vraiment. 500 exemplaires d'un roman, c'est énorme. Hem, donc dès qu'il y a ce genre de choses, fuis, à moins que ce soit ton choix. Il y a des gens, c'est leur choix, ça a été leur choix de faire appel à un prestataire de service pour ça. Et ça, OK. Moi, j'y vois en vrai aucun inconvénient. Je suis pas en guerre contre les maisons d'édition à compte d'auteur, en vrai. Je suis en guerre contre le fait de ne pas se tenir informé. Parce que j'ai longtemps gravité dans les groupes Facebook de d'auteurs et à chaque fois, mais chaque année, mais tout le temps en fait, tout le temps, il y a des auteurs qui viennent: «Qu'est-ce que vous pensez des éditions machin?» Et on leur dit: «Les éditions machin, c'est une maison d'édition à compte d'auteur». Donc ils vont te répondre en moins de 15 jours en général, hein. Ils vont être très insistants. Ils vont t'expliquer que c'est la chance de ta vie et nanani nanana. Sauf que non, c'est pas la chance de ta vie. Si c'est pas un choix que tu fais délibérément, c'est pas une chance en fait. Si tu t'attends à ce que ce soit eux qui fassent toute ta pub, en fait, ils vont pas le faire. Il y a pas de pub qui est faite dans les maisons d'édition à compte, d'auteur, c'est toi qui te débrouilles. Ils vont te vendre du rêve, mais ils vont juste te vendre du rêve. Donc vraiment, je te conseille de pas compter sur ce genre de maison d'édition, à moins que ce soit vraiment ton choix. Mais dès qu'on va te demander de payer un truc ou d'attendre d'avoir vendu X exemplaires alors que tu aurais pas eu d'avance, non, non. C'est pareil, il y a aussi une technique qui se met de plus en plus en place, mais alors déjà en 2017, hein. C'est la technique de t'envoies ton manuscrit à une maison d'édition classique et en fait, il t'explique que ton texte, nanani, nanana, il est bien, mais que et il te donne un code promo pour aller sur un site qui est en fait un site, de maison d'édition à compte d'auteur et grâce au code promo, la maison d'édition peut savoir où tu en es dans tes ventes et si tu arrives à bien te débrouiller, à bien vendre, je sais plus, je crois que c'est au bout de 1000 exemplaires, un truc comme ça, et ils te fournissent un contrat d'édition. Donc une fois que tu as déjà bien galéré. Ce genre de choses, c'est pareil, fuis, en fait. À moins que soit vraiment un choix que tu fais. Mais si c'est pas ton choix, toi tu veux pas faire ce genre de choses, en fait ne paye pas. Ou si tu veux vraiment payer, mais pas faire appel à un prestataire de service qui va te laisser 10 de ce que tu as gagné, tout en te demandant de payer, autant voire plus que en auto-édition, eh bien lance-toi dans l'auto-édition. C'est vrai que l'auto-édition, ça a quand même un problème majeur, c'est, il faut être, en micro-entreprise ou artiste-auteur. Moi, j'ai fait le choix d'être artiste-auteur, mais je vais pas trop t'expliquer, parce que je connais pas trop les tenants, les aboutissants, les machins, les ceci, les cela. Vois plutôt ça avec un professionnel qui s'y connaît. Mais tu as besoin d'avoir un statut légal. Tu as besoin de faire tout ce que fait une maison d'édition. C'est-à-dire, trouver une couverture, faire la 4e de couverture, faire ta biographie, faire les corrections éditoriales, faire les corrections du texte, hein, la promotion, les tout ce qui va être le dépôt légal, les choses comme ça, tu dois tout faire et c'est, chronophage. Moi, c'est quelque chose que je déteste faire. En vrai, je déteste tout le côté administratif. C'est plus facile quand tu as juste à déclarer aux impôts, tes, revenus de droit d'auteur, tu avec tes petites cases et tout, tu tranquille. Mais quand tu es,
artiste-auteur, mais tu toutes les galères avec l'URSSAF, avec les impôts, avec ceci, avec cela, avec si tu es, en emploi, il y a des emplois, c'est compliqué. Hem, Tu toutes ces galères-là et t'as aussi tout le côté, ben, faut que tu fasses toute ta promo, faut que tu fasses tes publications, il faut que tu fasses ton planning éditorial et tout. Mais en vrai, l'avantage, c'est que tu contrôles tes ventes, c'est que tu as tous tes droits de reproduction. Si demain on décide de faire un film sur ton livre, eh ben, tu as le droit de gagner de l'argent dessus. Oui, toi, pas ton éditeur. Tu peux, faire toutes les modifications que tu veux, quand tu veux, pas de souci. Si tu veux changer la couverture parce que tu te rends compte qu'elle plaît pas, tu pas à te battre avec le avec l'éditeur qui va devoir repayer une couverture et tout ça et machin et refaire un dépôt légal. Non, tu pas tout ça à faire donc enfin, en fait, c'est mieux dans le sens où tu es plus libre, mais en même temps, ça reste compliqué. C'est pas pour te décourager, hein, que je te dis ça, c'est que juste que, moi, ça me décourage parce que c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Moi, je voulais vraiment faire partie de l'édition classique, mais j'ai eu tellement de en fait, avec mon éditrice, ça s'est pas très bien passé. C'est pas mal passé, mais ça s'est pas bien passé et du coup, ben, ça me gêne, en fait. J'ai plus confiance et c'est pour ça que j'ai choisi l'auto-édition. L'avantage, c'est que, si je veux reprendre tous mes textes, ben, je le fais. Si je veux corriger les trucs parce que je vois qu'il y a encore une faute et ben, je le fais. Je m'en fous. Si je veux refaire ma 4e de couverture, ben, je refais ma 4e de couverture et je m'en fous et j'ai pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans, 10 ans pour, toucher mes droits d'auteur, pour avoir la réédition de mes comptes. Ça se fait automatiquement donc ouais, c'est bien, c'est cool. C'est c'est bien de pouvoir savoir combien d'argent tu as gagné, de pouvoir avoir l'argent que tu as gagné. Ça, c'est fun. Hem Et puis, surtout, ben, ouais, moi, c'est tout le côté, devoir prendre les décisions qui me pose problème parce que je suis pas spécialiste de l'édition, je sais pas trop ce qui fonctionne ni rien. Mais en vrai, ben, au moins j'ai mes droits. Au moins je fais ce que je veux avec mon livre. Ça, c'est cool. Donc voilà, c'est 3 formes d'édition qui existent et moi, je te conseille vraiment, hem, d'éviter tout ce qui est édition à compte d'auteur, à moins que ce soit un choix mûrement réfléchi. Parce que sinon tu vas juste être déçu. Voilà. C'est ce que je pouvais te dire sur, ben, l'écriture, sur mon métier. C'est, quelque chose qui est compliqué pour moi en ce moment parce que j'arrive pas vraiment enfin j'étais pas remise à fond dans l'écriture. Mais, là ça y est, j'ai vraiment retrouvé une forme de d'équilibre, en fait, dans ce que j'ai envie de raconter et ben, je vais bientôt sortir justement cette novella que j'ai en tête depuis un moment. J'ai décidé, alors je sais pas si j'en parlerai ou pas, mais de l'écrire en une semaine. Alors quand je dis l'écrire, c'est que je vais reprendre le plan et tout, reprendre les personnages, et l'écrire, vraiment l'écrire et commencer un peu les corrections en une semaine. Alors j'ai bien conscience, hein, que, 25 000 mots à écrire en une semaine et à corriger, ça va être un délai irraisonnable, hein. Mais, je parle d'au moins de faire une première relecture et voir ce que ça donne, en fait. Mais ouais, si je me suis fixé ce délai d'une semaine, c'est parce que, j'ai besoin que ça aille vite, en fait. Enfin de l'écrire vite parce que ça fait un moment que je suis dessus et que je galère un peu. Là, je me dis, il y a plus de retour en arrière possible et ça veut juste être, let's go! Donc voilà. Donc je te ferai peut-être un petit retour, un petit bilan de tout ça et on verra ce que ça va donner. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi t'écris, si tu envie d'écrire, de publier des livres.
si tu es auteur aussi, si tu as des passions comme ça, artistiques. Parce que, bah, je trouve ça toujours très intéressant et si tu as un compte Insta, de ton je sais pas si tu es artiste et tout, même musicien ou artiste auteur, ou peintre ou que sais-je, ben, n'hésite pas à laisser ton Insta et tout, ou à me follow sur Insta. J'irai jeter un œil, tu peux m'envoyer un DM et tout. Parce que je suis vraiment toujours très preneuse de ce genre de ouais, d'artistes en fait, hein, des choses qui vont, des fois être très différentes de ce que j'aime bien faire ou voir. Ça m'intéresse tout le temps. Voilà. Moi, je vais te laisser parce que là, je suis réellement en train de tomber de fatigue. Ça devrait se voir d'ailleurs, je suis vraiment en train de galérer pour avoir les yeux ouverts. J'espère que toi, tu t'es endormi par contre. Ça serait cool. J'aime beaucoup quand vous me dites: «J'ai pas fini ta vidéo, je me suis endormie». Fait toujours très plaisir. Fait toujours très plaisir quand vous vous endormez en cours de vidéo. Mais vraiment, c'est mon plus grand plaisir, mon plus grand bonheur de savoir que ça vous aide vraiment. Donc, en tout cas, je te remercie. Je vous remercie tous du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.